Alors, si j'avais à introduire sur ce tome 2, pour commencer en attendant le jeune Greg, d'abord, donc, alors mon ami Robert, on va continuer à filer la métaphore, me disait Robert le compositeur. Oui, Robert le compositeur. Les enthousiastes du tome 1 et les grands amateurs de culture vont déchanter en lisant le tome 2. Mm-hmm. Alors il se trouve que Thierry l'a lu aussi attentivement que le 1, on l'a lu ensemble, et tu n'as pas eu ce sentiment d'une espèce de dépression Non, c'est un tout autre registre. J'ai pas un sentiment de dépression. Comme je l'ai dit, j'ai un sentiment, au contraire, de montée en richesse, en qualité d'étoffe, etc. dans le tome 4. Ouais. Mais pas de sentiment d'affaissement dans le... Voilà. Donc ce tome 2, et puisque toi, pour le coup, tu ne l'as pas lu du tout, Luc, vous, pardon, et d'autres non plus, Jean-Marc, ce tome 2 se passe aujourd'hui, enfin dans un aujourd'hui qui est un tout petit peu hier, puisque c'est 2018 que j'ai... Et va être... et donc parachève ce qui a été le prêche de Hermann en 1945, qui était « Je commande le moi pour la vie à venir ». Et c'est le tome de bascule jusqu'à un nouveau prêche qui régnera sur le tome 3 et qui sera « Je commande nous tous pour la vie à venir ». Et avec des lemmes initiaux que je ne récite pas d'abord parce que je ne les connais pas par cœur. Et le cadre de ce livre, qui se passe aujourd'hui et qui a pour épicentre le moi, ne pouvait pas s'expérimenter autrement que dans le moi de son auteur. D'où le jeu avec l'autofiction qui vit ces derniers jours autour de nous, et je crois que le jeu avec l'autofiction va être, vous verrez, avec le moi, assez enfin, j'ai voulu qu'il soit assez saignant, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui va se passer ici ? D'abord, il va y avoir un personnage du tome 1, voilà Greg. Il va y avoir un personnage du tome 1 qui va refaire son apparition en très 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 grand vieillard, qui était le jeune père jésuite Fabrizio. Bonjour cher monsieur. Bonsoir. J'étais en pleine présentation du tome 2. Viens t'asseoir. Ici, ce serait parfait. Tu peux te mettre à côté de Bruno comme tu veux. Ou même là, comme ça, les amis, T'as une chaise. Le père Fabrizio revient en très grand vieillard parce qu'il a quelque chose à faire avant de mourir. Et c'est lui qui va être en vérité, c'est in extremis qu'on le verra, le vrai héros de ce livre. Et quant à Pascal B, qui est le personnage central, mais qui n'est pas le héros de l'affaire, c'est déjà très important, il va être, lui, le jouet d'un furieux désir de destruction de toute cette saloperie, par un personnage qu'on va voir assez rapidement, qui s'appelle Peter Gantir. Ce personnage a toute une histoire pour moi, parce qu'il a déjà été inventé dans la première version très lointaine, très ancienne, de toute mon histoire, qui s'appelait La légende d'Élias. Et ce Peter Gantir est d'origine germanique lui aussi, mais d'une Germanie plus nordique, plus proche de la Edda. Et ce Peter Gantir
fils de pasteur, aura été élevé lui aussi en Suisse et aura vu Hermann dans ses œuvres. Et il en aura conçu une haine absolue, une haine furieusement destructrice. Et il a déjà commencé à deviner, ce qu'on trouvera beaucoup plus nettement dans le tome 4, que pour en finir avec Hermann, il faut en finir aussi avec son frère. Donc pour en finir avec Hermann, il faut en finir aussi avec Elias. Et il faut en finir avec cette part d'objets de plus dont le monde, par définition, n'a jamais accompli la digestion. Et donc, il faut se servir d'un taré très particulier qui a fait un mouvement de la tourbière jusque dans une relation à cet objet de plus. Et ce personnage particulier, c'est Pascal B lui-même. C'est-à-dire que Pascal B a fait ce chemin qu'il a conduit de l'Occident vers le peuple récipiendaire de l'objet de plus, dont je dirais un nouveau nom ici. Et Peter Gantzir va phagocyter l'existence de Pascal B pour en faire une arme de destruction. Parce que justement, sa position immensément marginale, parce que non seulement il venait d'un monde occidental et où il a rejoint ce fameux peuple dont je tais le nom encore jusqu'à la fin, jusqu'à la lecture du chapitre 2 que je vais vous lire aujourd'hui. Ce personnage est assez exactement dans les marges pour faire de son existence et de son parcours une utilisation qu'on pourra retourner contre Hermann. Donc c'est un ultra Nietzsche ou un ultra contempteur qui va se servir de la biographie de Pascal B pour en faire un outil de destruction du moi. Et nous verrons comment tout cela va se nouer à une histoire parallèle, il en fallait bien une, d'un descendant de Ian Stuart Bute, qui s'appelle John Stuart Bute, et qui va découvrir la partition de la 8e symphonie de son grand-père, et puis qui est un personnage, dans le fond, extrêmement simple, extrêmement naturel, extrêmement chanceux, avec son chat qui lui inspire beaucoup. Et comment ce descendant qui va découvrir qu'il est le descendant de Ian Stuart Bute va aussi jouer un rôle immense dans cette organisation ou dans cette conjuration organisée par Peter Gantzir, et où il sera l'un des adjuvants de Pascal B et où finalement c'est le père Fabrizio qui tranchera à la fin du livre. Donc bon, je vais essayer de vous introduire, mais je trouve que les premiers chapitres sont suffisamment introductifs, et donc je vais passer tout de suite à la lecture. Et donc le livre s'appelle « Étranger parmi les vifs ». Étranger parmi les vifs. J'ai eu un très bel échange de mails sur le terme de vif avec Maître Milner, que je vous communiquerai peut-être la prochaine fois. Que tout commence et finit par un grand voyage dont l'agrément aura été un bal de tête au train bleu. Paris, le train bleu, 24 décembre 2018, 18h. Le train bleu s'est éprouvé conjointement qu'on a une valise et qu'on en est délesté. J'y vais presque tous les soirs, comme si j'étais un voyageur, alors que j'habite non loin. Je n'ai pas de valise, seulement une espèce de sacoche molle, contenant un ordinateur, mon précieux stylo et le cahier. Tout de même, il faudra que je raconte ce qu'est le cahier. Un cahier, si j'ose dire, peu banal. Fort de tout cet attirail, je peux annoncer la tête haute à ma femme, à mes enfants et au directeur du train bleu, toujours si aimable avec moi, je vais travailler. Lorsque le petit monde domestique reflue vers les chambres, pour les grands, et les lits pour les petits, je quitte la tanière où se suspendent encore, comme des lambeaux de bananiers et de bambou, après le passage du typhon, quelques échos de mes imprécations. Dans l'ascenseur, je me tasse, hochant vaguement la tête pour l'essorer, et me voilà parti vers mon bureau. Je vais jusque-là,
puisque les chefs de rang s'y empressaient me le répètent avec gourmandise. C'est une promenade, il faut l'avouer. Elle sépare, sinon le sacré du profane, du moins la vie manifeste de la vie cachée. Il ne faut pas être sot, le vrai secret est dans la première, bien entendu. Divisée en 3 halls, la gare glorifie, dans le 1, les conquêtes du fer par lesquelles une bourgeoisie toute puissante, qui se souvient encore du Tédéum que chantait là l'industrie, remplaça la pierre des religieux de jadis. Les 2 grands triangles du toit s'élancent à la force du métal des fines tiges, peintes hâtivement de vert de gris et tellement plus graciles que les gros piliers des églises. J'imagine le jour où elles se dressèrent, alors que, siècle après siècle, on avait relégué leur matière dans les objets mobiliers. L'ivresse de la puissance technique compensait le mépris séculaire des architectes. La beauté, avec une majuscule, devait s'ouvrir au fer, ou du moins le feindre, car cette reine, Baudelaire l'avait vue, partageait les mœurs des courtisanes. C'est ainsi que Monet peignit la gare Saint-Lazare. Dans le 2, comme si le 1 n'avait rien dit, on cède à la compulsion décorative des années 2000, qui, en France tout particulièrement, tentait de nous distraire de la menace. On exploitait les matériaux à la mode, sans souci d'unité. Pas de souci, dit le dernier proverbe. François Mitterrand, déterminé par sa vie exemplaire, avait donné le ton, en consacrant le meilleur de son règne à repeindre, à retaper, à décorer ou encore à construire des pyramides de verre dans l'espoir de n'avoir pas rien fait. De même, il disposa ses administrés à faire la fête, qui pour la musique, qui pour la République. Fête au décor, le décor racontait qu'il accueillait la fête et la fête que, contrairement à elle, le décor demeurait. Mais c'était bien naïf du président historien qui se rêvait tutoyant les siècles. Ceux-là sont faits de jours qui se répètent avec la même tristesse prosaïque que les flux humains de la gare, aussi longs que les jours passés par un homme à attendre que le cancer encaisse ses dettes et ses mensonges. Une gaieté blanche, tablant sur les matériaux nobles. Un immense store vénitien de bois, mi-repeint de blanc, mi-naturel, mais plaqué sur l'espèce de bubon de la verrière, trahissant dans sa silhouette pachydermique la panique qui salarie toujours les designers. Enfin, par une rampe, on descend au hall 3. Creusé sous les voies, celui-ci tente de drainer les engorgements de la foule sous ses mornes faux plafonds à vagues où ondulent dans une honnêteté navrante et crasseuse des grillages de fer. C'est comme Cannes. Repeint sur la façade et moche derrière, bétonné, vétuste et vaguement plâtré de rose, sitôt passé la rue d'Antibes où 5 heures de TGV vous conduisent, pour vous prouver aussi irrévocablement que le président défunt, que tout est partout pareil. Le hall 3, celui par lequel je rentre, remontant comme les saumons le courant vers le 1. C'est là, au beau milieu du vaste espace, qu'un escalier à double révolution suspend noblement la légendaire brasserie, où vous entrez par une porte tournante pour à peine étourdi découvrir d'immenses lustres fleuris de tulipes nacrées, de stucs dorés à la feuille, de vastes fresques, où toute la peinture officielle fit célébrer la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée par les villes du Sud. Orange, Montpellier, Nice et la bataille des fleurs qu'Henri Gervex, ami de Renoir, avait paré de Capeline, de Canotier, de Taffetas, comme un souvenir d'impressionnisme dont la sauce vaporeuse aurait figé en gelée, car au fond, chose singulière, les académiques et les révolutionnaires, les pompiers et les créateurs peignaient et vivaient sur le même motif bourgeois à rive droite. Ah, le grand orchestre de la puissance française d'hier. Il jouait la fanfare d'un présent sans lendemain, d'un présent perpétuel, où tout un chacun était là pour se raconter enfin son segment de bonheur, calculé par Poincaré, historié par Fustel de Coulanges, décoré par tout ce beau monde alors que tout était enfin arrangé entre l'intelligence, le pouvoir et le peuple. La religion était contenue, subirait bientôt l'ultime outrage, l'orgueil des rois était dépassé par celui des industriels et le meilleur de la lettre et du pinceau venait se goberger en toute quiétude dans leurs gras hôtels envahis en façade d'atlantes et de cariatides comme d'une mousse caillée de cellulite. Repartant de là avec la promesse d'un appartement, l'artiste de métier croyait s'être libéré à tout jamais des rituels de flatterie, désagréments du sacré monarchique. Il lui était aussi loisible aussi bien de servir avidement comme les pompiers que d'insulter comme Alfred Jarry, sans que rien changeât dans le nœud de leur cravate ni de leur avenir. Ce voisinage du bon et du mauvais goût, du génie et du métier, de la recherche et du cynisme, qui donna Proust et Bourget,
Manet et Bonnat, Debussy et Massenet, fut une fête dont la France tint la délicate boutique, tandis que les Germains à côté se déchiraient le foie en tragique Prométhée, la lance de Wotan, l'hôtel de Pergame, Marian Mal, les déchirures expressionnistes à la famille von Thyssen et réciproquement. Tout cela, au fond, qui s'était achevé en cataclysme, se résumait à la question de savoir s'il fallait être heureux comme les jésuites ou malheureux comme le moine Luther, qui ne trouva même pas de consolation à rêver de mariage, puisqu'il avait pris femme. Je m'assieds dans le salon algérien donnant sur la rue de Lyon que conclut la colonne de Juillet. À notre droite, la mer, où un ferry à vapeur élancé caracole de sa pointe noire, tandis que le décor du port, en arrière-plan, est idéalisé dans un monochrome ocre belge si doucement décoratif avec l'azur du ciel. Je me contente d'y accrocher un instant mon œil, comme on aspire un bol d'air, promesse du grand délassement, où tout commence et finit. C'est le port d'Alger, construit alors par la grâce de la colonisation en réplique de celui de Marseille. Il n'y a qu'un vieux mur qui laisse penser à l'Orient. À gauche de la fresque, attaquée par les cubes de la digue, une lampe, ou est-ce une gourde de café, est posée sur lui. D'ailleurs, le peintre, voulant rendre l'écume, a laissé traîner par là un peu plus de matière. Il n'avait été artiste, sauf votre respect, monsieur Pinchard, qui n'y avait pas les matières dans la peinture, qu'auprès de sa lanterne. Par la fenêtre, on peut contempler l'engorgement des voitures depuis la rue de Lyon et le boulevard où les taxis enchâssent leurs petites loupiottes vertes sur la guirlande de leurs fils. Parallèle, la fine terrasse de l'Européen est surmontée de son nom dans des caractères modernes style. D'autres enseignes encore. Taverne Karlsbrau, terminus Lyon en grosses lettres rouges. Au lieu d'un premier regard pittoresque, le voyageur à peine expulsé par son train est invité à lire plutôt qu'à voir, ainsi qu'il advient toujours dans les grandes villes d'Europe, où la place de la gare se drape le plus souvent de façades hautes et prétentieuses, sans grâce et sans histoire, tandis que des mots sont toujours là pour les accueillir, voyants, clignotants. Comme aux consommateurs, il faut des slogans, tant le chaos de la diversité l'éprouve. Les choses auraient raison de lui si des mots ne lui offraient l'asile, même les plus vains, même le plus creux. Car le voyage épuise. Ces mots sont des bouées offertes aux noyés du train, depuis qu'on a quitté les plages de galets blancs à travers la baie vitrée, où s'acharnait une maigre mer, Nice, Cannes, depuis les rugissements orangés de la rhyolite, où l'Estérel, Saint-Raphaël, se cabre contre les verrues qui l'envahissent, tandis qu'à peine quelques instants après, dans les plaines du Var, des aplats de bauxite pourpre semblent éteindre le feu en tirant la couleur vers le froid, non loin du Toronnais, jusqu'à la Provence, où tout se simplifie en pierres blanches et tiges vertes et leur lutte et leur parfait graphisme. Puis soudain, à la faveur d'une distraction suscitée par l'évitement de Lyon, la découverte d'une terre grasse, détrempée, sous des cieux sales et traînants, tout y pousse, blé et maisons, et tout s'y ressemble si mollement, prés aux prés, clochers aux clochers, quand à peine 30 minutes plus tôt, sous la lumière accusatrice du midi, chaque chose criait sa présence unique en forme de couperet. Et tout cela ici, raconté, peinturluré sur les murs du train bleu comme un arc de triomphe, tandis que le voyageur hagard, dans le tissu même de son corps, s'est enveloppé de fatigue. Avez-vous tenté un jour d'expliquer cette lassitude, cet épuisement quand vous sortiez du train? Les vibrations et les bruits, bien sûr, mais ce n'est pas tout. D'avoir dévoré 1000 kilomètres, telle fut la vérité du voyage, et non l'illusion d'avoir passé là 5h40. Car si le temps est tangible dans nos corps et nos esprits, l'espace plus secret touche plus loin en nous, plus en profondeur, où pousse et respire la plante. Il y a une peine, une fatigue de l'espace, de même qu'il y a une lassitude de l'attente et un harassement de la vitesse que le TGV, monstre utile, nous a administré comme une potion. Il faudrait prendre la mesure de ces organes dont vous êtes l'agrégat. Le pied posé sur le sol ou bien suspendu pour un repos veineux à la grâce de la cheville qui, elle, s'arrime à la barre longitudinale où votre table par le milieu trace sa largeur, ce pied que le TGV a tenu pour nul, comme tout le reste de votre corps, ne s'intéressant qu'aux personnes, celles qui ont acheté leur billet, celles qui ont quelque chose à faire entre Nice et Paris, des choses que font les personnes, comme rentrer travailler, vendre des échantillons d'huile d'olive, proposer un proto calculé à Sophia Antipolis ou écouler un faux Chagall, ou encore se reposer, le pied posé ou suspendu donc, oubliez un instant la personne, celle que vous êtes, une partie de votre temps, quand vous ne mangez pas, ne dormez pas, ne grattez pas, ne
rangez-la au magasin des accessoires et écoutez ce pied où toute la mémoire des chocs, des tractions, des torsions que vous ont imposé vos mouvements s'est inscrite. Là, dans ce que, bénédiction de la langue, on appelle la plante de vos pieds. Ce fut votre grande affaire, le mouvement. Depuis vos 6 mois où vous fûtes applaudis, marchant votre premier pas de château branlant, ce n'est qu'à lui que vous avez accordé toute votre attention, partageant avec l'animal cette inadhérence au sol. Je vous l'ai déjà évoqué. Tome 1, la tourbe, dans laquelle, ça c'est une note de bas de page, nous découvrons une plante aux intrications si nombreuses dans les destinées terrestres qu'elle est devenue aussi le nom et la vérité de la foule humaine. Mais rattrapez toujours cette plante. Et toujours à votre insu par son inverse quand vous vous abattez là sur votre canapé, entouré de 3 sacs pleins ou la mâchoire douloureuse d'un rendez-vous qui vous a fait trop parler. L'espace vous revient, vous revenez à lui. Et la chose que vous êtes, si tasse, car si votre corps s'est fait de moins en moins dense au fur et à mesure qu'il approche de sa surface, de sorte que ces matières légères, peau, cheveux, poils, se déplacent comme des feuilles au vent, vos os, eux, s'y ressentent, ils tirent, ils souffrent. Dans l'apnée que votre corps d'espace a retenue pendant 5h40, ils ont diffusé comme une toxine jusqu'à vos extrémités, jusqu'à vos pores, jusqu'à vos cheveux, le malaise du déracinement, d'autant plus âpre que jamais votre plante n'est enracinée puisqu'elle est coupée du sol et qu'elle compte sur les projections de votre esprit pour lui offrir les sucs qui lui manquent. Par empathie ou par envie, je me lève, à mon tour, avide de tribulations kilométriques, et croyant trouver un résumé projeté dans les défilés et les boiseries de mon bolide bleu. Au moins, c'est ma victoire personnelle sur Paul Valéry, si fier de raconter qu'à cause d'un cruel Zénon et de ses amis, les flèches ailées vibrent, volent et ne volent pas, de sorte que les duchesses de son auditoire tombèrent comme des mouches devant l'idole congestionnée de la poésie morte, tandis qu'à moi, il suffit de rentrer dans un restaurant pour m'envoler dans un train, à chacun sa poésie. La grande salle à manger, où j'arbore le prétexte de chercher un maître d'hôtel afin de lui passer ma commande, déploie son énorme volume calculé pour 400 couverts, sous un plafond en anse de panier. Staff ornemental proliférant, statuaire en ronde-bosse où teintes, éclatent, éclairent. Les vases de fleurs, les grappes de raisins, les dauphins, les chimères. Cornes d'abondance, calucées, cupidons et femmes nues en très grand nombre, tandis que peintes, elles arborent une décence victorienne qu'on nommait autrefois, de ce côté de la Manche, collet monté. Certaines prolongées d'une queue de poisson pour signifier aux Ulysses que les fêtes et les conquêtes se terminent devant la porte fermée de la mer, où tout se noie et se défait, enlaçant les corps dans ses algues, et les bruits, paroles et rires, dans la prison de ces bulles, brèves certes, mais mortelles. Comme dans une des dernières symphonies de Sibelius, j'ai un autre nom sur le bout de la lèvre, il faut que je le retrouve. Note de bas de page, le lecteur aura reconnu l'Ordiane sur Abiout. Elle est plus longue, mais j'arrête là. L'espace de notre promenade est parcouru de rythmes différents. Ça, c'est caractéristique des dernières symphonies de Sibelius. Celui des arrivants, rapides pour les escales et les embarquements. 2 express, 2 hâtifs dans le rendez-vous d'affaires, où la table est rondement repérée, la veste adossée et l'ordinateur sorti et ouvert, pendant que la phrase se continue martellando. Celui des solitaires, qui affectent la hâte et la raideur, mais hésitent secrètement à s'asseoir ici, à être rentrés, à n'être pas repartis, à consommer. Et alors se cramponnent de leurs bras écartés à la table qu'ils saisissent à pleine main, tandis que l'œil un peu humide clignote et sautille tel un moineau. Celui des premiers maîtres d'hôtel à la lenteur compassée, car ils flottent sur leur brigade, tandis que les maîtres d'hôtel, distingués des premiers, en costume gris, par leur costume bleu que par une identique cravate dorée, filent d'un chef de rang à l'autre, lesquels, eux, s'en catapultent là vers tel client, là vers tel verre, là tel terminal de carte bleue qui virevolte. Bal des vifs et des lents, des certains et des inquiets, des recruteurs de casting aux vireurs d'entreprise, des langues provinciales, chantonnement marseillais sur le départ, yodelement genevois, aux langues internationales, anglais du grand vide mondial aux nuances américaines ou que sais-je, espagnoles ou pakistanaises, des inflexions snobinardes du scénariste et du comédien, dont ceux à rôle monolithique à l'instar des universitaires, à la gouaille nouvelle grassillée dans des bouches qui eussent pu, 100 ans plus tôt, être celles des mineurs ou des paysans qui maintenant ont muté en cadres d'entreprise,
sachant de moins en moins que faire de leurs grosses paluches musclées, sinon se résoudre à traduire leur énergie en jargon de bouche toujours plus affirmé et plus hideux. Ouais, je veux dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'externaliser là. Tu veux dire le process qu'on a mis en place en CD avec le CEO du Port de Londres? Ouais, la stat qu'on avait calculée avec Séverine, ça va le faire, tu vois? Pas de souci. De toute façon, je les ai tous coachés sur Saint-Etienne et maintenant, on va faire du grabuge. Ouais, l'aspirateur, ça va dégraisser sec. Enfin, je fais le cadavre. On performe ou on performe pas? À la table mitoyenne, le Réal, avec la grande gigasse blonde aux pommettes saillantes, à l'œil très bleu mais un peu terne et au nez qui, empâté, explique la destination au 3e rôle. J'ai tourné 3 épisodes sur les 12, tu vois. On est une équipe de Réal tournant avec Alain et Christophe. Sourire enchanteur, vaguement décalé avec le propos strictement informatif. Ouais, je sais. Sourire radieux en réponse, qui ne s'explique en somme que par l'extrême satisfaction d'appartenir à cette conversation qui s'appelle casting de comédien et constitue à ses yeux le véritable jardin d'Éden d'aujourd'hui. Moi, tu vois, j'ai fait le casting de Mission Impossible 5, mais pas de Oh les beaux jours, avec Séverine qui avait fait le conservatoire et moi qui n'avais aucune formation du tout. Ça passait pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Un flottement. Ce qu'elle vient d'avouer, l'a-t-elle tué et le mépris finira-t-elle par se dégoûter en fins éclats de salive des lèvres du Réal dans les répliques à venir, ou a-t-elle au contraire conquis sa place de météore, auquel cas les étincelles s'agrégeront d'ici au jour du sacre en une queue de comète? Je ne puis le savoir car je me promène, et le chef de rang, qui me reconnaît, vient vers moi, en faisant claquer sur ses jambes son vaste tablier bleu, bleu des fauteuils, bleu des cartes, bleu des uniformes et or, dans les lampes tulipes, dans les vastes lustres, dans les cravates, dans les pourtours des feuilles d'acanthe et des lambris, et dans toute la buée suspendue de cette atmosphère, faite d'œillades, d'éclats de voix et de fins mots, d'anniversaires célébrés, de livres préparés, hors de la présentation de soi, souvenir de la défunte mondanité, tout cela déploie son tournoiement d'impressions, où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Dire que le train bleu n'est que le train bleu. Quel mot faudra-t-il déployer pour le Bristol de Paris, ou de Londres, le Ritz, de Londres ou de Paris, le Carlyle, ou la Mamounia? L'on comprend William Faulkner, Thomas Hardy, Thomas Wolfe et C.F. Ramu, avec leur monde en mouchoir de poche. Comment allez-vous, cher monsieur, me dit le chef de rang. Gin tonic? J'attends un ami, lui répliquai-je. En attendant, je me promène. Bien sûr, bonne promenade. Vous avez vu, dis-je à mon compagnon, tout doit toujours être ponctué par un vœu. Tout barman est un thaumaturge, se prétend-elle. Il conquiert sa place à coups de bénédictions et de formules magiques. Mon compagnon regarde au plafond. Son œil d'aigle guette moins les agneaux déjà offerts à ses serfs inexorables que les impossibles flèches qui lui viendraient du ciel pour empêcher la catastrophe. Mais y songe, je n'ai pas de compagnon, je ne l'attends même pas, je suis tout seul. C'est un drôle de rêve qui vient de me traverser. Mieux vaut que j'aille m'asseoir, sortir mon stylo et mon cahier, mon fameux cahier. Tout ira mieux alors. C'est lui, mon compagnon. Il aura la même force, si je ne démérite pas, de faire apparaître des personnages. Chapitre 2. De l'extrême différence qu'il y a entre écrire et écrire quelque chose, et de ce qu'il est extrêmement difficile d'écrire quelque chose. Paris, le train bleu, 24 décembre 2018, 18h05, soit 5 minutes après le premier chapitre. Si je prétends arriver à quelque chose, il faut que je rencontre mon lecteur. Jusque-là, je suis resté bien trop enfermé en moi-même, ce n'est pas sain. J'ai certes des aventures incroyables, mais pas sous mon crâne, sous mes doigts. Tandis que si je parviens à accrocher mon lecteur en le persuadant que dès maintenant, un drame palpitant est en train de se nouer entre lui et moi, il suffira d'un seul, je les aurai tous. L'humanité, ça ne fait pas grand monde. En attendant, je suis un rat du train bleu. Quand on a beaucoup d'enfants à la maison, on travaille au bistrot. C'est la version littéraire de Socrate devenant philosophe sous l'effet des criailleries de Xantippe. Depuis que je suis arrivé ici en fin de journée, je ne suis pas tout à fait dans mon état habituel. Il faut dire que demain, le train bleu me verra sous un jour nouveau. Mon éditeur a convié, pour une petite sauterie, les 70 personnes qui avaient accepté de lire le tome 1, offrant des heures de leur vie à ces signes figés qu'on appelle des lettres imprimées, hier cunéiformes et runiques, aujourd'hui romaines, mais toujours secrètement anthropomorphes. Si je suis méritant et eux méritoires, ils me diront s'ils ont perdu ou non leur temps, normalement occupés à assumer un 70e de l'humanité. Souvenez-vous des 70 hommes, etc.
Ah, que vont dire les chefs de rang quand ils verront tout ce monde autour de moi et les maîtres d'hôtel? Il est célèbre, le client, tu sais, le bonhomme qui vient tous les soirs. En attendant, je gigote nerveusement en affûtant mes pensées sur un taille-crayon, ou plutôt en les rongeant comme un capuchon. Ce n'est pas tant cette fête de demain, d'ailleurs. Par orgueil, je déteste évidemment être la mire, mais la vraie cause de ma gêne est ce rêve que j'ai fait cet après-midi, pendant ma sieste. Car c'est la première fois que je rêve d'un de mes personnages de la guerre de la Terre et des Hommes. Il s'appelle Fabrizio. C'était son nom dans le tome 1, mais j'ai l'étrange impression qu'il a envie de continuer. Drôle d'idée de lui donner un nom de Stendhal. Qu'a-t-il au juste de stendhalien? Il avait perdu toutes ses batailles, mais cela ne suffit pas, il doit y avoir autre chose. Dans mon rêve, il m'appelait désespérément. Quel après-midi bizarre. L'étrangeté ne m'a pas quitté depuis mon réveil. Le ciel est blanc et laiteux par la fenêtre du salon algérien. Bonjour, je m'appelle Fabrizio. Et vous, comment vous appelez-vous? S'il était là au train bleu, devant moi, se présenterait-il autrement? Mais pourquoi serait-il là devant vous, me répondrez-vous? Et puis d'ailleurs, comment vous appelez-vous? Pascal B, pour vous servir. J'ai enfin quelque chose de tangible. Moi. Moi, mon stylo a diffusé cette vaste substance sur le papier lisse de mon cahier. Dites-moi, tant que vous y êtes, pourriez-vous définir Pascal B? Tout à fait. Pascal B écrit à Paris 12e des phrases du matin au soir. Fabricant de phrases par paire, voilà mon métier. Vous voulez dire écrivain? Sûrement pas. Écrivain. Dieu Tout-Puissant m'en préserve. Je déteste dire de moi que j'écris. Cet usage intransitif me dégoûte. Or, c'est celui qui a force de loi. Qu'est-ce que vous faites? J'écris. J'écris tout court. Quelle horrible engeance tout de même que les écrivains. Cette drôle d'activité, écrire. Écrivit un jour Marguerite Duras. Morbleu, fulmine le chevalier vengeur de la langue dans l'oreille de j'écris. On écrit quelque chose, et si on écrit quelque chose, on écrit des phrases. J'écris moi une phrase, et hors du prêche, où tout homme et tout geste est assigné à un contour, musicalement se lève, d'une phrase à l'autre phrase, et dans les blancs qui les séparent, la présence d'un bouquet. De bas de page, Pascal B, Crise de prose, édition millénariste. À part ça, je végète, comme tout le monde. Pascal B subit le prêche, il n'est pas le seul, et ce n'est guère folichon. À quel prêche fais-je allusion, dira-t-on? À celui qui nous fait croire que nous sommes des voyageurs, ô mes frères en train bleu, alors que nous ne sommes que de la tourbe, figée dans sa matière, qui désespère de vivre et de mourir. Eh bien, quelle humeur, intervenez-vous. J'ai ma Weltanschauung. J'ai le droit, non? Vous répliquez, vexé. Mais parfaitement, nous n'avons rien contre les originaux. Néanmoins, nous traiter de tourbe nombreuse, à laquelle j'ai l'honneur de me déclarer appartenir. C'est bien ce que je disais, quelle humeur. Je n'ai pas à me plaindre. J'ai un cahier extraordinaire. C'est lui qui anime mes phrases. Même heure, même endroit, mais réminiscence de la veille. Que je vous explique. Hier matin, je suis allé au bois de Vincennes. J'y ai éprouvé un très étrange sentiment, comme une tare physico-morale. Un sentiment extrêmement personnel, mais en même temps, je ne saurais trop dire pourquoi, d'une grande importance pour vous. Les signes, les conversations qui ont émaillé cette promenade ont trait à notre destin, tragique bien entendu, mais autre chose encore. Comme si j'étais tombé par hasard sur quelques détails où le centre de la Terre, privé de gravité, se tenait secrètement. En majuscule, étranger, entre guillemets. C'est le mot, mais ce n'est qu'un mot. D'ailleurs, un mot extrêmement prétentieux, outrecuidant même, de surcroît communément partagé. Pourtant, ce mot fait le siège de mon cahier, accompagné d'une armée de fantômes. Et le cahier, malédiction ou bénédiction, les ranime. Je suis devant, toujours, bois de Vincennes, une petite cascade. Quelques rochers autour de moi, tandis qu'un buisson, branche couverte de hérissements verts, m'impressionne au plus haut point. On ne se dit pas poète sans donner de sa personne. Ce n'est pas lui qui m'a arrêté. C'est à côté un tronc d'arbre mort où un artiste contemporain commit une œuvre. À moins que ce soit seulement un étudiant en art, auquel cas il aura fait un geste. La différence est strictement économique. Le travail dément de cette œuvre provoque ma sidération. La base du tronc est très finement sculptée avec le zèle des artisans. Voilà qui fait signe vers l'étudiant.
car les œuvres contemporaines se préservent soigneusement de toute ambiguïté. Résolument, l'artiste est un artiste et ses ouvriers sont des ouvriers. L'acharnement des efforts, butés, accablants, sur ce tronc perdu dans la forêt, de polissage, de poinçonnage, d'un pointillisme obsessionnel, aboutit à 2 yeux ronds de chouette, bombés, taillés dans les 2 disques concaves, très lisses, où leur orbite semble flotter. Ce réalisme de studio de cinéma, digne du Weta Workshop de Peter Jackson quand il forgeait, d'après les plus infimes nuances, les épées des grands elfes ou les haches des nains, me fait sursauter de surprise. Bref, j'ai une pensée pour le vieux Don d'Oxford et pour cet énorme déploiement de choses et de spécialités autour de produits, certes surabondants mais tout de même immatériels, de son esprit. Eh bien, c'est là que le cahier dégaine ses personnages. À chaque fois qu'une phrase se profile, quel pouvoir extraordinaire! Je ne sais combien de temps cela durera. J'écris Tolkien, hop, le vieux bonhomme, veste grise, gilet gris, cravate grise, le tout en tweed évidemment, et là. Professeur Tolkien, consentirez-vous, malgré votre haute dignité académique et artistique, à vous ébaudir devant cette immense puissance cultuelle des hommes, reflétée par ce monument à la chouette, qui du jus de cervelle mythologique dont vous fûtes affublé, alimenté par le croisement du porridge matinal et de l'ale vespéral servi par l'établissement Eagle and Child, aura généré en guise de rituel fervent et dévot toute cette plastique, tout ce plastique veux-je dire, dans une surproduction industrielle dont l'arc se plante à Hollywood pour la source primaire et s'étend jusqu'à Shanghai pour les produits dérivés. Quand on s'appelle Pascal B, on s'y prend autrement pour réveiller le plus grand écrivain anglophone du XXe siècle. Pourquoi? Est-ce parce que je suis français et par conséquent haïssable au suprême degré? Non, je ne vous le dirai pas en face, car je suis justement un Anglais. Mais vous êtes l'auteur d'une production marginale. Moi, j'ai choisi les mythes où tout le monde, je dis bien tout le monde, a son assise véritable. Vous ne savez pas y faire, mon garçon. Étant donné que je parle à l'âme commune, il n'y a rien de si étonnant à ce que le commun m'ait répondu. Je vous trouve bien pragmatique et matérialiste, professeur Tolkien. Où est passée l'Église, ce serviteur souffrant? Si je n'avais rien à confesser, serais-je un bon catholique? Il faut toujours se méfier des Anglais. Même naïf comme un vieux linguiste, il n'oublie jamais l'argent et en tire une puissance irrésistible de répartie. Je le laisse se rendormir, tel Smaug, le dragon du Hobbit, sur son tas d'or. Au-dessus de la chouette, l'apparent d'une volute calligraphique, les plumes frontales ramifiées en 2 branches achèvent de figurer une bête à la fois étonnée et sérieuse. Puis, le tronc continue sa triste ascension, car il ne connaîtra plus jamais de printemps. Tout en haut, à 15 mètres, l'artiste a sculpté des cheminées, un village de cheminées. Il y en a, je crois, 12. Elles sont molles et folles, comme les montres de Dali, mais elles ont déjà oublié le surréalisme, lequel s'est empressé, avant les personnages de Tolkien, de se dissoudre en icônes publicitaires. Tordus et gothiques, les cheminées en question, à la façon des caractères du nom Harry Potter dans le générique de ses films. Les promeneurs du bois s'arrêtent, regardent. Pas le moindre commentaire. Ni le mutisme de l'émerveillement, ni la pétrification de la terreur. L'hébétude. Celle qui charrie les publics de ces jardins ingraminés plus conscients d'eux-mêmes que les parcs du temps jadis, offerts aux rêveries et à la sensibilité romantique, tandis que leurs modernes successeurs délivrent des leçons qui semblent avoir siphonné l'esprit de ceux qui les parcourent. Ils n'ont peur ni de la chouette, ni de l'artiste, ni d'eux-mêmes. L'art est intégré, interviendrait Fabrizio, mon personnage, qui a été persécuté par Hermann et me revient à l'esprit sitôt qu'Hermann y redéploie son règne. Hermann a bien prêché, reprendrait-il. La tourbe a pu enfin se mélanger à l'esprit, et c'est la meilleure façon d'adoucir les mœurs. Hermann n'a-t-il pas dit « Je mets fin à l'art, j'achève l'esprit ». Et moi d'embrayer, en reprenant le fil de mes pensées, je m'adresse à Gilles Clément, l'un des grands dessinateurs de paysages et de jardins d'aujourd'hui. Monsieur Gilles Clément, que pensez-vous de ma provocation sur les parcs en question? N'ai-je pas raison? Croyez-vous que vos visiteurs pensent mieux maintenant que les choses poussent comme elles veulent? Je ne sais pas ce que vous appelez les visiteurs. Parlez-vous des plantes ou des hommes? Vous ne savez pas non plus ce que j'appelle des choses, alors? Non, c'est vrai, je ne sais plus ce que vous appelez des choses. Croyez-vous que nous ne sommes pas des choses? Oh non, j'en doute pas un instant. Mais je ne crois pas que les choses se disent heureuses. Ataraxiques, sans doute, impassibles. Mais heureuses, croyez-vous? Non, il n'y a pas de jardin heureux, répond le grand paysagiste. Les hommes passent tout autour de moi. Les uns courent, vêtus de fuseaux luisants qui leur gainent le corps. D'autres marchent en tenant des bâtons.
Certains s'égarent, errent en lançant des regards lourds et repartent. Toujours posés, toujours immobiles sont les arbres. Dans la brise, les cotons du pollen lancent leur armée pour la vaste migration. Les échelles de toute vie s'avoisinent dans mes pensées, et je ne sais plus trop laquelle de la vie de la terre meuble, du végétal ou de ces corps chauds qui sautillent d'espace en espace, hommes, chiens et oiseaux, est la plus vivante, ni même la plus intelligente. Les herbes vertes me paraissent un songe fantastique, comme des lueurs puisant à des sources inconnues. Le ciel est blanc, seules les herbes brillent. Rentrons, me dis-je. Excusez-moi, comment est-ce que je retourne à Paris d'ici, demandai-je à un costumé. Vous y êtes, depuis 12 mètres 42. Ah, désolé, j'étais parmi les arbres. Il y a aussi des arbres à Paris, vous savez. Certainement, beaucoup d'arbres qui bougent, comme en Amazonie. Ou comme dans la forêt de Dunsinane, dans le Macbeth de Shakespeare. Comment ? Vous êtes professeur de littérature ? Je vous croyais géomètre. Je suis chauffeur de bus, je lis et je contemple les arbres de Paris. Je descends du bus 86 à l'arrêt La Boule Blanche. Là aussi, les corps défilent, mais autrement que dans les bois. Le bruit des voitures, des musiques, le beating continue aux terrasses de café, fait de civilisation si l'on peut dire. Des sirènes des pompiers, des trottinettes contrastent avec l'extraordinaire silence dont tous les gens voilent leurs regards. Il n'est pas vrai qu'ils soient des êtres parlants. Ce sont avant tout des êtres taisants, qui traversent les distances, qui les conduisent de leur tanière intime à celle qu'ils fréquentent au dehors pour le travail ou le loisir, avec la même méfiance close. Je crois lire exactement la même pensée chez l'un ou l'autre, bourgeois, trentenaire ou vieil arabe, femme ou homme, esclave ou affranchi. L'histoire et l'actualité ne sont rien à côté de cela. Jamais regard gorgé d'événements n'atteindra ce degré de noirceur. Je ne dis pas que les mots ne tournoient pas à l'intérieur de ces passants, mais dans la rue, au lieu de filer vers les lèvres pour les bousculer de leur envol, ils semblent converger dans les yeux et s'y plaquer, s'agglomérer, pour les charger d'une tristesse, d'une gravité presque désespérante, des mots qui ne font qu'attiser la cendre plutôt que la braise, la cendre des vies tues. Bien sûr qu'arrivés chez eux, ils parlent, mais si souvent ils parlent de ce qu'ils ont tenté dans la rue alors qu'ils n'étaient sortis que pour un bond suivi d'un retour. C'est tout le paradoxe. A-t-on jamais mesuré ce qu'est le dehors, le monde, et comme ils s'y hasardent en tremblant, en se fermant comme des huîtres? Il faut aux hommes des trous de souris pour oser parler, seuls ou à quelques-uns. Parfois les foules crient à l'unisson, c'est vrai, elles perdent leur timidité. Qui sait, les groupes en fusion se cachent-ils parmi eux? Musaraignes des boulevards? Pour quel meurtre cette fois, ou quelle liesse? Hermann l'avait interdit lors de son dernier prêche, disant que les nations étaient finies, mais Hermann mourra aujourd'hui, ou se meurt, ou est mort, et nul ne sait à présent ce qui adviendra. Fabrizio, son rêve, sa chimère, vient de répondre à ma question. Il vient battre à mes tempes comme une migraine, pour me rappeler ce qui m'obsède depuis des années sur mon cahier, sans me laisser jamais en prendre la mesure. Hermann, la tourbe, le bâton qui lui donne à la fois sa souffrance et sa puissance. Les morceaux de ma promenade matinale se mêlent à mon livre, mes personnages. Soudain dans le ciel, comme au bois tout à l'heure, le vert des herbes m'inquiétait, la lumière s'altère encore et se tend. L'œil affreusement las des passants se charge d'un éclat d'angoisse, car s'il pétille à l'annonce des morts historiques ou actuelles, il ne résistera pas à l'aggravation du silence. On ose regarder en l'air, vraiment il ne faut pas. Pourtant, quelque chose dévore toute lumière et passe, une ombre planante, un battement d'ailes, consumé. Dieu? Non, c'est bien plus terrible. L'ombre de la tourbière projetée dans le ciel. L'horreur de ce que nous formons tous ensemble et qui éteint le ciel et les étoiles. Qu'est-ce qui m'a donc pris d'inventer Fabrizio? Il va falloir que tu comprennes assez vite, me répond-il, d'où t'es venue toute cette histoire. Et d'ailleurs, tu devrais montrer patte blanche et dire ton nom complet au lecteur. Sinon, ils finiront par croire qu'il n'y a que de la fiction dans tout ce que tu racontes. On n'accepte la fiction que lorsqu'on peut se dire que c'est la vérité. En revanche, on n'accepte jamais la vérité. Retour à l'heure précédente, 18h05. Cher lecteur, mon personnage Fabrizio ayant tout pouvoir sur moi, car je suis un artiste zélé, laissez-moi compléter une seule fois dans ce livre cette initiale. J'avais opté pour elle, Pascal B., la jugeant élégante et pudique, mais des gens plus intelligents que moi exigent un nom complet. Finissons-en. Pascal Baquet.
Pascal Baquet, quel brouet. Dénomination terne et incolore. Avec ça, il se plaint. Certes, les deux consonnes disgracieuses de mon patronyme le rabattent sur le sol, l'y fichent comme une vache à sa mangeoire, avec ce « et » final léger comme les jambes d'un percheron. Tandis que si je m'appelais Stern, tout le nom est un bondissement dans les hauteurs. Dante Stern, voilà un nom. Non, voilà un personnage. En même temps, une sorte de trouble m'étreint, que l'habitude de mon patronyme, que les innombrables heures passées dans ce corps étiqueté ainsi ne parviennent pas à dissoudre. Tout aussi surprenant que cela paraisse, il y a un mystère dans mon nom. Si bien que je suis tout étourdi et que je finis par me demander si je rêvais quand je croyais m'appeler Stern. Ou si je rêve maintenant quand je me désole que mon père me pardonne de m'appeler B. Car déjà le patronyme du dessus est en train de vaciller dans les limbes du doute. Cette fois-ci pourtant je ne rêve pas. La terre vient de trembler. Pas la terre, ce qui nous en tient lieu. Les sismologues peuvent continuer de paresser sur leur sismographe, ils ne songent pas à la tourbière. Mais qu'est-ce que la tourbière et la tourbe ? En quoi est-ce une allégorie adéquate puisque je suis censé admettre que vous soyez un écrivain allégoriste ? Vous revenez à la charge excédée. Eh bien, vous avez de la chance, répondrai-je, car il s'est passé quelque chose qui va vous expliquer tout pour la première fois. Il y a quelque temps, on décida de donner un nom acceptable à la tourbe. Libéré de toutes obligations transcendantales par notre maître, ou si vous préférez, l'esprit du monde que j'ai personnifié à mon tour, en lui donnant un nom, Hermann, nous consentîmes à n'être plus qu'une vaste chose, un immense réseau. Nous sûmes et voulûmes tourbière. Seulement, par vanité, nous la voulûmes réactive et palpitante, alors qu'en fait elle est si lente, quasi morte. Parée de lignes de codes électriques, maquillée de luminescence et de clignotements, l'amas où tous sont agrégés, produit par la technique, se crut neuf dans son nom de gloire. C'est ainsi qu'advint Internet. Aujourd'hui encore, il est nu. Certes, on y consomme, mais les corps finissent toujours par souffrir de la faim quand ils ne peuvent pas se nourrir d'un peu d'esprit, et Internet n'en a guère. Et pour cause, Hermann l'avait achevé. Je mets fin à l'art, j'achève l'esprit. Certes, des millions de mots, de couleurs et de nuances, de noms propres et d'adjectifs grouillent en lui, fournissant aux instituteurs et aux pédagogues le contentement d'une pratique permanente de la lecture et de l'écriture, mais clignotante, ce qui n'est pas rien. Les mots y glissent comme des paquets aussi vite expédiés qu'emballés. Sans doute les concepteurs avaient-ils pratiqué dans leur enfance la méthode globale. En fait, Hermann, ne lui ayant pas donné d'ouvrage, la tourbe se montre seulement pour ce qu'elle est. Tellement nue, tellement sincère, naïf et même désarmant, Internet ne pourra pas rester bien longtemps ce qu'il est. Pour parler dans la langue d'Aristote, la matière attend un acte. Il lui faut, comme aux plaques de Gutenberg, il avait vite fallu une Bible traduite par un moine gothique, une Bible pour justifier le plomb, quelque grande et puissante étoupe dont se revêtira cette poupée de toile, quelque chose pour occuper la tourbe, le mycélium, ou cette fois l'araignée qui nous tisse de ses pattes, qui tous sont moi, qui ne sont tous que moi. Autre chose, un objet de plus. Tout doucement, mes idées s'éclaircissent. Me présenter fut un grand pas. J'aime beaucoup discuter avec vous. On discute, on s'explique avec les autres. J'ai même fait un effort inédit, j'ai résumé toute mon histoire en un pitch. Voilà, voici. Bientôt, la Terre va parler. Gare à moi. Vous, je ne comprends pas. Moi, il suffit de vous le lire à haute voix. Vous comprendrez tout. Vous, comment voulez-vous que la Terre se mette à parler ? Il n'y a que les hommes qui parlent. Moi, parle-t-il vraiment ? Parlons-nous vraiment ? Nous sommes enfermés dans la tourbière du monde et nous n'avons jamais habité la vraie Terre. Nous devrions exister, mais la façon dont nous sommes reçus dans ce monde nous en empêche. Vous, qu'est-ce qui nous en empêche ? Moi, Hermann. Vous, encore lui ? Et comment, selon vous, Hermann nous empêche-t-il de vivre ? Moi, par le bâton dans sa main. Vous, une baguette magique ? Moi, non, ce n'est pas de la magie. La magie est un autre mot pour le manque qu'elle compense. Ce bâton est tout sauf l'expression d'un manque. C'est l'objet de plus, qui se surajoute à la totalité constituée de tous les objets, désormais répertoriés en ligne. Lui n'est jamais répertorié, pourtant, il est là et n'appartient à aucune classe. Vous, un intrus ? Moi, le seul objet dont nous ayons besoin. Mais voilà, il est dans la main d'Hermann qui le piège. D'ailleurs, comme s'il tournoyait, note de bas de page, dans la Genèse, le glaive qui garde l'entrée du jardin d'Éden est tournoyant.
D'ailleurs, comme s'il tournoyait, on passe son temps à le voir et à l'oublier. Il se peut d'ailleurs qu'on ne le voit vraiment que lorsqu'on l'oublie, et que lorsqu'on le voit, on ne le voit plus. Vous, que d'énigmes. Moi, il ondule comme un serpent. Et alors, il vous fait très peur, vous attire, mais aussitôt, il se transforme en ce qu'il est, le bâton, et là, vous laisse épouvanté. Note de bas de page, au Sinaï, le bâton de Moïse tombé, au sol devient serpent. Moïse, malgré sa peur, le ramasse, et il redevient bâton. Et donc, j'ai bien dit à mon interlocuteur, il vous laisse épouvanté. Vous. Et vous, non. Moi, vous et moi ne différons pas, nous ne cherchons pas à finasser. Nous sommes de petits hommes dans une tourbière et il faut que j'y descende avec vous. Vous, pouvez-vous me donner une raison, une seule raison de vous suivre? Moi, parce que maintenant, vous allez contempler votre portrait dans la vérité de sa nature. Vous, mon portrait? Pourquoi aurais-je besoin de vous pour ça? Moi, parce que vous êtes fait de tourbe et que vous l'ignorez. Mais comment faire le portrait de la tourbe, sinon en faisant le portrait d'un homme dont elle a brisé le moule? Vous, et cet homme, ça sert à moi. Vous me citez Rousseau, sacripant, pour me forcer à me dévouer en me valorisant. Moi, non, cher monsieur, vous, ce sera moi. Non que j'en ai tellement envie. Il va falloir que je me présente pour de vrai, et je suis un grand timide. Mais depuis ce matin, on m'a convoqué dans le cadre d'une mission « Exterminer moi ». Vous avouerez, au moins, c'est quelque chose. On m'a dit que j'avais toutes les qualités requises. Vous, pour être ce moi ou pour l'exterminer? Moi, la terre nous le dira. Les vifs le diront à la terre. Vous, les vifs? Qu'est-ce que c'est encore que cette invention? Moi, il y a un très vieux peuple que tout le monde connaît et qui a joué dans l'histoire un rôle à la fois central et excentré. À la différence de tous les peuples qui occupent la surface de la terre, y appartenir n'amoindrit pas la personne individuelle qui, en revêtant une nationalité et y gagnant des particularités et une langue d'expression, perd toutes les autres langues et toutes les autres particularités des autres nations. Précisément parce que dans ce peuple, elle ne gagne ni langue d'expression, ni particularité nationale. D'ailleurs, on appartient à un peuple qu'en refaisant ce qu'un autre membre de ce peuple a déjà fait, qu'il s'agisse d'un geste ou d'une parole. Ainsi, on sera français en disant une nouvelle fois le mot baguette, en pétrissant ou en mangeant une nouvelle fois la même baguette, évitant par là le pumpernickel. Tandis que notre très vieux peuple ne commande aucune pratique particulière, aucune spécialité culinaire, ni même aucun rituel par lequel honorer ce qui fut hier, parce qu'on le refait aujourd'hui. Bien sûr, après un examen approfondi de la question, vous vous rendrez compte qu'aucun peuple de la Terre ne répond à cette définition. Sinon, ce très vieux peuple, que tout le monde connaît, pour qui n'existe que ce qui n'est pas encore, n'est dire que ce qu'on n'a pas encore dit, et n'est faire que ce qu'on n'a pas encore fait, le pur nouveau. Bien sûr, ce peuple, vous l'avez reconnu, est le peuple des vifs. J'ai cru entendre que certains d'entre les hommes, sans doute aiguillonnés par la sonorité du mot, sans compter leur réputation, veulent à toute force identifier le peuple des vifs au peuple juif. Je leur laisse la responsabilité de leur dire. Je ne saurais intervenir dans cette question, car ils sont tout entiers dans leur question. Ce que je sais, c'est qu'en plus des 70 hommes dont nous avons rappelé l'histoire, il y a un peuple des vifs qui persiste, contre vents et marées, et surtout contre les tentacules infinis du temps et de l'espace. Car ils ont beau faire, les vifs restent toujours vifs, neufs, incorruptibles et inassimilables.